J'espère que tu n'as pas oublié mon chocolat noir du supermarché. Raisonnablement. C'est quoi ça? Choco Togo. Choco quoi? Choco Togo, c'est du chocolat 100% naturel produit au Togo. Depuis quand est-ce que le Togo produit du chocolat? Tiens, goûte. Mais c'est trop bon! C'est ce que je te disais là. Mais c'est bon! En plus d'être un anti-stress, Choco Togo réduit le risque des maladies cardiovasculaires. Choco Togo est une source de plaisir et diminue la tension artérielle. Retrouvez toutes les gammes de Choco Togo dans les supermarchés, boutiques de vente des produits locaux et les shops des stations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Tout l'honneur est pour nous de vous savoir toujours devant vos écrans en signe d'une confiance renouvelée et comme d'habitude. Eh bien, ce soir, nous allons parler des dernières élections législatives couplées au régional que le Togo a connues, c'est-à-dire hier, la journée du lundi 29 avril 2024. Évidemment, on va en parler à partir même du court temps qui a séparé le processus, le jour du processus, et peut-être qu'on se projettera pour voir qu'est-ce que cela pourra donner. Tout dépend, ça va se faire ensemble avec mon invité du jour. Et mon invité du jour, c'est le président de la plateforme citoyenne pour les élections démocratiques, Monsieur Paul Amegapo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau ici pour la première fois. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, le plaisir est bien sûr partagé et mes salutations aux différents téléspectateurs de Vox Africa. C'est parfait. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que un certain nombre d'acteurs de la société civile qui n'ont pas pu couvrir ces élections régionales couplées aux législatives, au rang de ces organisations, il y a également la plateforme citoyenne pour les élections démocratiques, sans oublier l'Église catholique, un certain nombre d'acteurs internationaux, un certain nombre de médias internationaux, on en parlera. Mais dites-moi, la CENI dit clairement qu'en fait, votre organisation n'a pas de base légale. Comment ça se fait? Oui, c'est ce que nous avions cherché à comprendre parce que jusqu'à présent, la pratique est que les plateformes ou coalitions sont des entités qui regroupent des organisations qui disposent d'un récépissé ou d'une reconnaissance officielle en bonne et due forme. Et donc, lorsque ces organisations se mettent ensemble, il est hors de question d'enregistrer ou de formaliser l'entité qui regroupe ces différentes organisations. Vous n'êtes pas sans savoir que les organisations de la société civile sont régies par les règles qui sont presque similaires que celles qui régissent les formations politiques. Et donc, lorsque vous êtes des partis politiques et que vous créez des coalitions ou regroupements de partis politiques, on ne demande pas à ces coalitions ou regroupements d'avoir un agrément différent de l'agrément dont disposent déjà les partis politiques. Donc, la société civile, qui est également gérée par le ministère de l'administration du territoire, délivre des récépissés aux organisations de la société civile, maintenant quitte à ces organisations de se regrouper en consortium, en plateforme ou en coalition, souvent thématique pour gérer une activité spécifique. Et donc, c'est le cas de la plateforme citoyenne pour des élections démocratiques qui a été créée en janvier 2024, justement pour suivre le processus électoral en cours. Et l'information avait été partagée par le ministère de l'administration du territoire. Nous pensons que c'est beaucoup plus le principe d'information. Et donc, à l'issue de cette information et faisant état du fait que toutes les organisations membres sont dûment agréées par ce ministère et que la majorité, 15 sur 16, dispose de leur récépissé, justement, il va de soi que nous puissions travailler. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été regardant quant à l'autre organisation, 16e organisation là, qui n'avait pas aussi des bases aussi solides comme les autres?
Comme nous l'avions dit, au Togo, il y a plusieurs étapes, essentiellement 3 étapes dans l'évolution des organisations de la société civile. D'abord, c'est la reconnaissance officielle. La reconnaissance officielle vous permet d'avoir un numéro qui enregistre d'enregistrement. Puis, après 1 an ou 2, lorsque vous évoluez dans vos activités, vous pouvez donc obtenir un récépissé et plus tard, vous pouvez obtenir le statut d'ONG. Et donc, c'est une évolution et donc on peut pas sanctionner une plateforme qui regroupe des organisations qui sont actives sur le terrain. Et surtout que la demande d'accréditation auprès de la CENI avait été subordonnée à la soumission du récépissé de l'une des organisations membres, qui est le WANEP. Et donc, le WANEP, qui mène ses activités, qui est la branche togolaise d'un réseau ouest-africain, est bien réputé pour les bonnes pratiques. Le réseau ouest-africain pour la paix. Pour la paix, exactement. Et donc, c'est le récépissé de WANEP qui a été utilisé, qui endosse l'accréditation de la PCED. Et donc, pour nous, c'est juste un regret parce que, comme vous pouvez le comprendre, nous ne saisissons pas très bien le fond de cette interdiction parce que notre mission, c'est justement apporter la contribution citoyenne pour que le scrutin soit crédible, apaisé, parce qu'aujourd'hui, l'observation, c'est pas seulement aller regarder comment les choses se passent dans les bureaux de vote, c'est surtout utiliser ce créneau pour faire le plaidoyer afin que les dysfonctionnements et les irrégularités qui peuvent être corrigibles au cours du processus le soient avec le contact permanent à prendre avec la CENI et ses démembrements, avec l'administration du territoire et aussi le service de sécurité qui gère la sécurisation du processus. Et plus loin, c'est aussi une opportunité d'informer, de rassurer les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir d'autres voix qui ne sont pas citoyennes, qui peuvent être partisanes et sur la base des calculs politiciens, peuvent démobiliser les électeurs. Et donc, la mission d'observation permet justement de rassurer les citoyens que tout se passera très bien et qu'il faudrait prendre ses responsabilités pour aller voter parce que les conditions seront réunies pour la transparence et l'apaisement. Alors, avant de fermer cette page, je voudrais savoir peut-être en 30 secondes quelles sont les différentes étapes normalement pour pouvoir avoir de l'accréditation quand on a une organisation de la société civile pour ces genres de joutes. Disons que c'est à la discrétion de la CENI. La loi a juste prévu que la CENI coordonne le déploiement des missions d'observation nationale et internationale et délivre les accréditations. Mais les conditions de délivrance de ces accréditations restent à la discrétion de la CENI qui édicte des critères autour de chaque élection. Et nous pourrons noter que parmi les critères édictés cette année, il y a certains qui sont encore plus rigides parce qu'il a été demandé que les organisations qui devraient bénéficier de l'accréditation doivent avoir déjà d'expériences précédentes en matière d'observation. Or, nous nous disons que normalement l'observation est citoyenne, l'émulation pour observer devrait être automatique, instantanée. Ce n'est pas comme un poste auquel on veut pourvoir et qu'on demande des compétences spécifiques avant. La seule compétence est d'être citoyen, c'est de se retrouver et de vouloir porter son regard sur la manière dont le processus se déroule. Alors, je le disais dans l'introduction que ce n'est pas que la plateforme citoyenne pour les élections démocratiques qui s'est vue retirée, sinon écartée de l'observation de ces processus électoraux qui suit toujours son cours parce qu'on n'a toujours pas encore les résultats. Mais il y a également l'Église catholique à qui on a refusé l'observation et la raison évoquée par la CENI, c'est justement qu'on ne connaît pas la source du financement de leur mission d'observation. Comment est-ce que les missions d'observation sont financées souvent? Est-ce que ça fait partie des critères? En principe, ça ne doit pas faire partie des critères. Parce que, par exemple, pour nous, pour la PCED, le financement est autonome. Nous sommes 16 organisations membres. On devrait déployer 185 observateurs sur le terrain. Nous avons une équipe technique qui permet d'élaborer donc les masques statistiques et donc les applications qui permettent le traitement électronique des données. Et nous avons donc reçu des kits
puisque les badges et les accréditations avaient été déjà délivrés par la CENI. Et donc, il était juste question pour les organisations de se déployer bénévolement, et chaque organisation apporte une contribution en termes de mutualisation pour faire le déploiement. Parce que le jour du scrutin, si un observateur doit observer dans son bureau de vote, de quoi a-t-il besoin? Rien du tout, c'est juste la volonté citoyenne. Maintenant, 500 observateurs pour une église catholique, je pense que l'église catholique aurait pu être représentative sur tout le territoire. L'église est présente dans tous les villages pratiquement. Et donc, si l'église veut avoir un seul fidèle dans chaque village pour observer les élections, mais elle aura plus que 500. Puisque nous avons plus de 3000 villages, vers 4000 villages au Togo. Et donc, l'Église a la capacité de déployer sans justifier des moyens, parce que le déploiement est d'abord bénévole. Le travail n'est pas rémunéré. Donc, ce n'est pas à but lucratif. Et donc, il faudrait que la CENI comprenne ça et ne limite pas la possibilité de déploiement des observateurs sur la base de sources de financement, ce qui est superflu. Nous allons fermer la page des accréditations. Je faisais également référence à certains médias internationaux qui n'ont pas pu recevoir également leur accréditation. Et dans votre développement tout à l'heure, vous étiez en train de dire clairement que les conditions d'obtention d'accréditation sont devenues de plus en plus rudes. Au regard de tout ça, selon vous, pourquoi c'est devenu si compliqué comme ça d'observer les élections pour cette fois-ci? Disons que nous avions eu plusieurs années d'expérience d'observation au Togo. Moi, personnellement, j'ai commencé à coordonner les missions d'observation au Togo depuis 2007. Et successivement, j'en ai coordonné en 2010, en 2013, en 2015 au Togo. Et les Togolais connaissent la portée de notre mission. En 2015, par exemple, notre rapport d'observation était celui-là qui a été annexé au rapport de la CENI. C'est important de le souligner parce que le travail est à la fois qualitatif et également impactant. Et donc, il faudrait que les autorités comprennent que la participation citoyenne passe par l'observation des élections et ce n'est pas une manière de contribuer à la crédibilité, à la légitimité du processus électoral que d'empêcher les acteurs indépendants, que ce soit les médias, puisque les médias dans leur reportage aussi font de l'observation. C'est une manière de regarder la manière dont le processus s'est déroulé, de donner la parole aux parties prenantes pour s'exprimer sur le processus et surtout informer le monde entier. Parce que pour chaque élection dans chaque pays, le monde entier a le regard rivé sur le pays qui organise l'élection. Oui, effectivement, parlant d'élection, à présent, c'est vrai, même si vous êtes vu retirer l'accréditation, vous êtes quand même une organisation de la société civile, vous avez certainement vos antennes, même si vous n'avez pas travaillé officiellement, vous avez certainement eu écho de la journée d'hier, tout de suite, en tant qu'organisation de la société civile ou acteur de la société civile, tout de suite, quand on vous demande qu'est-ce que la journée d'hier, enfin la journée du 29 avril symbolisait pour vous, quel regard portez-vous tout de suite sur le processus d'hier, enfin du 29 avril, que diriez-vous tout de suite? Oui, je redirais que c'est la fête politique, c'est la célébration de la démocratie. Et les Togolais ont célébré cette journée en toute responsabilité. Le premier marqueur est qu'il n'y a pas eu de violence. Et donc, la journée s'était déroulée dans un apaisement total. Mais comment vous comprenez l'apaisement total? C'est la maturité des Togolais. Quand on se rend quand même compte que ce sont des élections organisées sur fond de tension à cause du changement de constitution qui est en cours, l'appel a été quand même un peu étonnant. Oui, mais puisqu'il y a eu un appel persistant dans ce sens, dans le sens de l'apaisement. Nous, notre travail, ce que nous avons fait constamment, et sur la plupart des médias et sur tous les créneaux qui nous ont été offerts, c'est d'appeler les Togolais à la responsabilité. Il est hors de question, après plus de 3 décennies d'expérimentation de la démocratie représentative, d'aller encore aux élections qui seront débouchées sur de la violence. Et donc, je pense que le message est passé. Il n'y a pas un seul Togolais qui n'avait pas appelé à l'apaisement du processus. Et donc ça, c'est un gain. Le deuxième constat, c'est que la mobilisation a été timide. Et je pense que c'est la conséquence du désenchantement que les Togolais ont globalement des processus politiques et électoraux. Et ça vient de quoi, ce désenchantement?
Nous pensons que c'est l'imbroglio juridico-politico-légal que le Togo a connu depuis le début d'année avec le processus de changement constitutionnel qui s'était invité dans le processus électoral. Ça a cassé le moral des Togolais. Absolument, absolument. Parce que n'oublions pas que ces élections ont été reportées 3 fois de suite sans qu'aucune raison valable ne soit avancée. Ça voudrait dire que pour les Togolais, ces élections ne sont pas importantes. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que la période n'est pas bien indiquée. Et pourtant, c'est quand même le prochain exécutif qui sont en train de choisir comme ça au travers les élections législatives en cours. Les Togolais n'ont pas eu le temps de saisir la portée des changements politiques qui sont en cours. Évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé de l'imbroglio. Parce que, est-ce que cette loi est connue des Togolais? Je suis Togolais, je ne connais pas la teneur de cette loi. Et pourtant, je suis un acteur qui devrait normalement, en tant que leader d'opinion, informer le Togolais de la portée de cette loi. Mais je n'en dispose pas. Et imaginons-nous, est-ce que nos parents au village en disposent? Non. Et donc, comment est-ce que ces personnes peuvent appréhender la portée d'une loi fondamentale qui devrait régir leur rapport entre eux-mêmes et leur rapport avec l'État sans qu'ils ne comprennent la portée? Et donc ça, c'est déjà une source de démotivation. Parce que lorsque vous ne comprenez pas les enjeux d'une situation, vous ne pouvez pas vous engager à contribuer à son succès. Et la meilleure option, selon ce que nous avons constaté, c'est de rester à la maison. C'est pour ça que j'ai commencé par le fait qu'au moins le processus a été apaisé. Parce que ceux qui sont frustrés peuvent aller voter et après tout créer de désordre dans les lieux de vote ou après le vote. Mais les frustrés auraient peut-être pu aller voter aussi pour sanctionner ce qui était en cours. Mais ce n'était pas le choix qui a été opéré. Oui, il faudrait qu'ils comprennent. Saviez-vous qu'aucune organisation de la société civile n'a été financée pour aller sensibiliser les Togolais? Dans les années précédentes, le plus fort taux de participation législative fut 2007. 2007, il y avait eu 81% de Togolais qui s'étaient rendus aux urnes au lendemain de l'accord politique global. Et à l'époque, il y avait eu de financement de part et d'autre pour encourager les organisations de la société civile à aller porter l'information sur l'importance et les enjeux de ces élections aux populations dans les langues locales. Personnellement, j'avais sillonné l'ensemble des 35 préfectures à l'époque. Aujourd'hui, nous n'avons même pas fait une seule préfecture. Et alors, comment voudrez-vous que les citoyens comprennent la portée de ces élections? Je pense qu'il y a de responsabilités à engager à ce niveau. D'abord, au niveau des autorités qui organisent les élections, qui ont reporté le scrutin à 3 fois de suite, créant donc de l'incertitude dans l'esprit des Togolais. Il y a également la responsabilité des partenaires. Parce que le monde est divisé aujourd'hui en blocs démocratiques et en blocs antidémocratiques. Vous parlez des chancelleries occidentales. En tout cas, toutes les démocraties dont nos pays de démocratie embryonnaire s'inspirent devraient comprendre que pour que la démocratie constitue le ferment qui permet un processus politique inclusif et apaisé, il faudrait que cette démocratie soit portée à la connaissance des citoyens et que les enjeux des processus politiques et électoraux soient réellement appropriés par les citoyens. Il va falloir donc leur soutien pour que les organisations de la société civile, qui sont à but non lucratif, je vous l'ai expliqué, mais nous ne pourrons pas nous déployer aussi mains nues et pieds nus pour aller faire le travail. Il faut juste un minimum de travail pour développer des outils, pour être proche des populations et leur apporter les informations. Et ça dit qu'à part le soutien de l'État qui a manqué aux organisations de la société civile, l'extérieur qui finance souvent, ou bien qui vient en appui financièrement aux organisations de la société civile, eux aussi, ils ont un peu baissé les bras financièrement. Ils ont péché. Ils ont péché en abandonnant le peuple togolais dans l'ignorance totale par rapport à ce double scrutin et à leur enjeu. En tant qu'observateur des élections depuis 2007, comme vous le dites, très souvent, lorsqu'il y a un taux de participation très bas, et tout de suite, c'est quoi les conséquences que ça engendre pour une démocratie? Oui, d'abord, c'est que les institutions qui sortiront de ces élections seront moins légitimes. Et nous pensons que dans de tels cas de figure, il va falloir que les responsables politiques prennent la mesure donc des enjeux de ce boycott, comprennent le message que les Togolais veulent faire passer. Vous appelez ça boycott? Oui, bon, ils ont boycotté.
parce que il y a deux formes de boycott. Il y a le boycott par ceux qui sont candidats, donc les partis politiques ou mouvements indépendants. Il peut avoir le boycott par les citoyens qu'on appelle l'abstention. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, c'est l'abstention qui a brillé de toutes les couleurs. Et donc, il va falloir que les responsables politiques saisissent les différents faisceaux dégagés par cette abstention pour rapidement prendre des mesures. Au rang de ces mesures, il faudrait créer un cadre de dialogue pour justement prendre en considération le cri de cœur de ces Togolais qui se sont abstenus à aller voter et qui voudraient faire comprendre aux politiciens qu'ils en ont marre et qu'il ne veut plus faire de la politique politicienne. Donc, il faudrait que les questions centrales soient posées, au premier rang desquelles la nouvelle constitution, c'est quoi? Quel serait l'impact de cette nouvelle constitution sur leur vie? Sur les questions sociales, l'employabilité, les opportunités donc d'entrepreneuriat des jeunes, le coût de vie, les infrastructures routières, énergétiques et informationnelles. Et donc, il y a tellement de besoins, l'inclusion des jeunes, l'inclusion des femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que notre code électoral a prévu que les listes pour les élections législatives soient paritaires. Mais la CENI n'a pas pris de mesures pour exiger ce critère lors de la recevabilité des listes de candidatures. Et du coup, nous aurons des assemblées au niveau donc du Parlement et aussi au niveau des conseils régionaux qui seront dépourvus de femmes. On aura donc un nombre limité de femmes. Or, les femmes sont plus nombreuses au Togo, et elles sont plus massivement inscrites sur la liste électorale, presque 54%. Et donc, ne pas les retrouver dans ces assemblées, vous imaginez la frustration que cela serait. Et donc, on a l'impression que les leaders politiques togolais ne comprennent pas ces cris de cœur, ces réalités et ces impératifs dont ils doivent répondre. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les jeunes qui sont très souvent absents en première ligne en politique. Effectivement, nous savons que dans d'autres pays, par exemple, pour des élections locales, on permet à ce que les jeunes de 21 ans soient candidats. Ici, c'est porté à 25 ans. Mais même les 25 ans, on n'a pas permis à beaucoup de pouvoir l'être. Parce que on exige la caution, donc chaque candidat doit payer la caution, même si c'est 200 000 ou 350 000, qu'on soit pour les régionales ou pour les législatives. Combien de jeunes disposent de ce moyen aujourd'hui? Ils n'ont que leur volonté de servir le peuple. Et donc ces cautions sont déjà des moyens pour dissuader les braves jeunes qui voudraient bien être candidats ici et ailleurs et pouvoir servir le pays. Donc nous pensons que globalement, la question de l'inclusion doit être revue. Et ça ferait partie des problématiques que les dirigeants politiques doivent prendre à corps et de créer un cadre. Il y avait le CPC, mais aujourd'hui le CPC est dévoyé. Le cadre permanent de concertation qui est très apprécié. Nous, par exemple, nous avons fait l'apologie de ce cadre qui permet donc aux acteurs de pouvoir se retrouver, de rechercher le consensus et de dissiper les divergences. Mais depuis le processus de changement de constitution, où ce cadre a été mis de côté, depuis les derniers reports du double scrutin, où ce cadre n'avait pas été consulté, on a l'impression que ce cadre est mis hors jeu. Il est donc important de réinventer un autre espace de discussion afin d'éviter que les frustrations ne se déploient ailleurs, notamment à travers des manifestations qui peuvent être violentes et qui peuvent créer des dégâts, de créer un espace qui peut canaliser toutes ces frustrations et permettre justement de les juguler. Monsieur Amegampo, vous avez tenu à soulever un scrutin apaisé qui s'est déroulé dans le calme. Vous avez également précisé le faible taux de participation. Dernière question pour vous, est-ce que vous êtes quand même optimiste pour la fin, l'issue du processus en ce qui concerne le résultat et tout ce qui tourne autour? Oui, nous sommes optimistes. De toutes les manières, ceux qui sont allés aux urnes sont aussi importants. La souveraineté et la démocratie voudraient que les choix électoraux se fassent en toute liberté. Et donc nous respectons ceux qui se sont abstenus, mais nous respectons
d'autant plus ceux qui se sont rendus aux urnes hier, malgré leurs occupations, malgré toutes les contraintes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la période culturelle actuellement, et à l'intérieur du pays, beaucoup de Togolais sont plus soucieux de mettre leur bourgeon d'igname ou leur grain semences de maïs sous terre. Mais bon, ils ont pris le temps d'aller voter, donc on respecte cela. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'organe de gestion des élections fasse correctement son travail pour que les suffrages exprimés dans les urnes reflètent réellement la volonté des Togolais. Vous n'êtes pas savoir que les deux scrutins sont proportionnels avec des modes qui sont légèrement plus différents parce qu'il y a le plus fort reste pour les régionales et la plus forte moyenne pour les législatives. Oui. Il va falloir quand même que sur ce double plan de calcul, qu'on puisse être suffisamment transparent afin que les acteurs comprennent que les choses se sont déroulées très bien. Et s'il doit y avoir, pourquoi pas, des coalitions qui soient forgées, que ces coalitions intègrent les priorités des citoyens et que ce ne soit pas simplement des coalitions politiciennes. Monsieur Amlegampo, si on a peut-être tout oublié et que vous voudriez bien qu'on garde quelque chose de vous pendant 30 secondes avant de vous laisser partir, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Que les élections appartiennent au peuple et célèbrent la souveraineté qui incombe à chaque citoyen, qu'il faut faire en sorte que le peuple ne soit pas marginalisé dans les processus électoraux, et il faut considérer les organisations citoyennes comme des partenaires et non des adversaires en matière de gouvernance politique. Monsieur Paul Amlegampo, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis encore une fois. Que Dieu bénisse le peuple togolais. À la prochaine.